Bien, bonjour ou rebonjour, et bienvenue à cette table ronde avec Christian Rousseau. Juste avant de commencer de présenter la table ronde, je vais vous faire circuler le petit livret que l'on a préparé avec Eugène Zerouin, qui regroupe les textes préparatoires à la rencontre. Voilà, comme ça vous pouvez aussi avoir sous les yeux le sujet de la table ronde de cet après-midi. Et si vous souhaitez le garder à la fin, vous pouvez nous mettre dans la jolie petite boîte qui est là-bas sur la table, une petite contribution, et puis vous pouvez aussi tout à fait le reposer si vous ne voulez pas le garder. Et on va aussi vous distribuer une petite feuille sur laquelle on vous demandera, vous pouvez écrire vos réflexions, vos attentes, les choses que vous avez à dire sur ce qui va se passer là cet après-midi autour de cette table ronde, et puis nous le rapporter à la fin pour qu'on puisse regarder un petit peu vos impressions, vos envies, vos commentaires. Voilà, merci. Alors, je vais vous présenter brièvement Christian Rousseau avant de lui donner la parole. Alors, Christian est un fervent militant de la pédagogie freinée. Il s'est investi dans de nombreux engagements, tant localement que nationalement. Localement, il est directeur de l'une des rares écoles maternelles à projet coopératif, reconnue équipe freinée, qui est l'école maternelle Jean Moulin dans l'Aube. Et il est également l'un des référents du groupe départemental de l'Aube, le GT11. Au niveau national, il est présent depuis longtemps au sein du secteur maternel de l'ICEM, ainsi qu'au sein du chantier outils. Il est par exemple un des auteurs du fichier MathMath, un fichier d'incitation à la recherche mathématique en maternelle. Christian est également l'auteur d'éditoriaux pour le Nouvel Éducateur, à chaque fois plein de beaucoup de finesse, d'humour, de justesse. Il est connu comme un militant de la pédagogie freinée, et c'est ce qui en fait depuis 2 ans le président de l'ICEM. Aujourd'hui, il nous fait le plaisir d'animer une table ronde autour du sujet suivant: à l'école, passer d'un modèle totalitaire à une organisation libertaire. Faire l'expérience de la liberté, c'est faire l'expérience de la rencontre. Et c'est à partir de son expérience, justement, construite depuis 8 ans dans l'école maternelle que j'ai citée que nous allons donc pouvoir échanger avec lui. Merci. Donc c'est moi qui ai écrit le texte qui explique, je dirais. Voilà. Si je parle sans micro, est-ce que tout le monde m'entend? Est-ce que c'est satisfaisant? Est-ce que c'est assez confortable pour tout le monde? Ouais, ça va. Bon, si ça pose le moindre problème, n'hésitez pas. Je n'aime pas du tout parler avec ça m'encombre beaucoup. Alors, ce qui m'encombre aussi, c'est de parler assez longtemps dans une assemblée. Ça, c'est quelque chose que je ne sais pas faire. L'année dernière, j'avais eu le bonheur d'animer une table ronde qui avait commencé sans moi, puisque mon train arrivait à Tenay après le début de la table ronde. Si bien que je suis arrivé dans une table ronde qui était déjà bien entamée. Donc c'était un vrai bonheur. Voilà. Donc je vais... ce que je propose, c'est donc de faire une petite introduction, de me présenter, de raconter un petit peu mon histoire. Et puis, n'hésitez pas de vous saisir à la fois du micro et de la parole pour qu'on puisse échanger. Alors, avec un petit objectif quand même, c'est que, puisque la difficulté toujours lorsqu'on présente en effet un projet, une école, comme on a pu entendre, ça va être un petit peu la suite de ce qu'on a pu entendre ce matin. On a entendu pas mal de témoignages d'enseignants dans leur école, dans leur pratique, dans l'organisation justement pour faire en sorte que l'école ressemble à un système vivant, ou du moins qu'il en soit le plus proche possible. La difficulté, c'est que quand en effet une équipe est constituée, c'est la reproduction, pour les enseignants qui sont ici présents, c'est l'idée en effet, est-ce que ce que j'entends là, au sein d'une école, c'est quelque chose que je peux reproduire au sein de ma classe, sachant qu'en plus je change de classe tous les ans, etc. On connaît, je dirais, la difficulté en effet de se stabiliser dans notre métier, à la fois ou sur les classes ou dans un établissement. Donc là, il y aura certainement des choses sur lesquelles nous pourrons changer. Alors, passer d'un modèle totalitaire à un système libertaire, il n'y a rien de politique dans mon propos. C'est-à-dire que tout est politique, évidemment. Alors, pourquoi un modèle totalitaire? Alors, je crois que c'est très simple. Je vais vous donner une définition que j'ai trouvée. Bon, elle vaut ce qu'elle vaut, mais j'ai trouvé qu'elle définissait, mais absolument parfaitement, le fonctionnement de l'école actuelle et la façon dont la plupart des classes sont animées. Donc je vous donne cette définition. Le totalitarisme est un système politique des régimes à parti unique, n'admettant aucune opposition organisée.
pédagogie, un petit peu ce qui se passe dans les classes, dans l'école, dans lequel l'État tente à confisquer la totalité des activités de la société. Si on considère qu'une classe est une société, tout est confisqué. Et alors, on parlait de sécurité, de sécurité affective. Moi, je reste convaincu que si au fond, les choses sont confisquées de la sorte, si les enseignants confisquent beaucoup de choses qui pourraient se passer, qui pourraient exister d'une façon très vivante au sein des classes, c'est avant tout aussi pour se mettre en sécurité eux-mêmes. Je vais dire, nous, enseignants, on est les premières victimes, je ne veux pas dire qu'on est les premiers à être en insécurité, évidemment, je pense avant tout aux enfants, mais malgré tout, on est dans une situation de très grande insécurité. Et donc la grande difficulté, c'est de se mettre en sécurité. Pour les parents, on a vu aussi toute la difficulté qu'il y a à communiquer, le choc des représentations. Ce matin, on a vu que c'était pas simple. À mon avis, si on prenait un petit peu de temps pour continuer, pour prolonger la discussion de ce matin, il y a eu un petit échange, on va dire, entre un parent d'élève, strictement parent d'élève, puisque je sais que parmi vous, il y a aussi des gens qui prennent la parole en tant que parents et également en tant qu'enseignants en même temps. Je suis sûr qu'avec un petit peu de temps, vous auriez trouvé, je dirais, des terrains communs. Donc il faut du temps, évidemment, pour se rencontrer, s'apprivoiser et se connaître. Donc moi, ce que je propose pour cet atelier, c'est qu'on essaye ensemble de trouver des choses dans nos témoignages, dans nos échanges, dans les discussions, qui puissent, à la fin, une fois qu'on se quitte, qui puissent être, on va dire, qu'il y ait quelque chose d'opérationnel, un petit peu d'opératoire. Moi, en tant que parent, qu'est-ce que je peux faire? Sur quelle proposition je peux commencer à travailler en allant rencontrer le directeur de mon école, l'enseignant de la classe de mes enfants, pour que justement les choses puissent changer un petit peu. On a déjà eu quelques pistes ce matin, donc on va peut-être essayer de continuer à travailler dans ce sens-là. Et donc, évidemment, les contributions de chacun, les réflexions, les expériences, je crois, seront les bienvenues. Alors, donc je suis directeur d'une école maternelle, 4 classes. Auparavant, j'ai fait 10 ans de cycle 3, où j'avais commencé déjà à m'exercer à des pratiques de pédagogie coopérative. Alors, pour faire simple, je suis donc dans une école maternelle en zone d'éducation prioritaire. Donc, évidemment, toutes les caractéristiques de la zone d'éducation prioritaire, des familles en très grande précarité, très grande pauvreté, une très grande diversité également culturelle. Et donc, quand je suis arrivé dans cette école-là, il existait déjà un climat d'école qui était relativement apaisé et qui m'a tout à fait séduit. Je vais vous prendre des choses qui peuvent paraître extrêmement banales, peut-être pour certains d'entre vous, mais qui, à mon avis, étaient une des causes de ce climat, une des raisons plutôt, une des conséquences de ce climat apaisé. Tout enfant qui pénètre dans l'école, le matin comme l'après-midi, est salué par tous les adultes présents dans l'école, les adultes composant l'équipe éducative. J'y inclus bien entendu les enseignants et aussi les ATSEM. Ça paraît rien, mais chaque enfant qui arrive dans l'école était salué. Chaque parent qui l'accompagnait, évidemment, était salué. Autre détail, qui n'en est pas un, c'est que toute l'équipe, chacun des membres de l'équipe qui quittait l'école le soir, mettait un point d'honneur à passer dans toutes les classes pour être sûr d'avoir salué tout le monde. C'est un détail, mais c'est un détail qui fait. On a rencontré évidemment au sein de l'école beaucoup de remplaçants, des gens qui étaient de passage, même sur des durées relativement longues, et des gens très sympathiques, très aimables, avec qui on avait des discussions tout à fait agréables, et qui, une fois leur travail fini, saluaient les gens qu'ils croisaient, et puis ça s'arrêtait là. Ce climat-là était déterminant, je dirais, pour démarrer et pour le coup, pour moi, me mettre en confiance. Quand vous avez fait 10 ans de cycle 3 et que vous arrivez en maternelle, personne n'y avait obligé, évidemment. J'y suis allé tout à fait avec le désir de changer. Je voulais faire absolument le grand écart. Je passais de la campagne, cycle 3, directeur de l'école du canton, donc vous imaginez, le navire amiral du canton, à une école de quartier en zone d'éducation prioritaire et en maternelle. Et donc, il a fallu me sécuriser moi aussi. Donc, j'ai été très très bien accueilli à la fois par l'équipe des enseignants, l'équipe enseignante, mais également j'ai constaté en effet qu'il régnait ce climat tout à fait déterminant. Donc là, je ne vous parle pas de pédagogie, je ne vous parle pas de méthode, je vous parle simplement d'un accueil. Et cet accueil-là, il est absolument fondamental. Parce que par la suite, je me suis aperçu que
les gens en zone d'éducation prioritaire, il est clair que les parents cumulent les difficultés et grosso modo les familles passent l'essentiel de leur temps à gérer des problèmes. Et moi ce que je dis très souvent, c'est que l'école ne doit pas être un problème supplémentaire pour des gens qui passent leur vie à gérer des problèmes. Donc l'école doit être au contraire une ressource, doit être quelque chose au contraire qui les mette en sécurité, surtout quand on confie son enfant 6 heures par jour. Alors l'école maternelle c'est un drôle d'endroit. L'école maternelle cumule beaucoup de difficultés. L'école maternelle appartient au monde de la petite enfance 0-6 ans. Nous ne sommes pas formés pour accueillir de très jeunes enfants. Il est vrai que dans notre formation, on ne parle jamais du développement du jeune enfant, par exemple. Si bien qu'on se concentre essentiellement que sur les apprentissages qui sont inscrits dans le programme et qui sont, je donne l'information parce que tout le monde ne le sait peut-être pas, en maternelle, ce qui n'est pas le cas en élémentaire, les programmes sont des programmes de fin, les compétences à acquérir sont des compétences de fin de maternelle. Ce qui n'est pas le cas en élémentaire où les compétences sont des compétences par niveau. À la fin du CP, l'enfant doit savoir telle chose, à la fin du C1, il doit savoir telle chose. Voilà. En maternelle, c'est à la fin de la grande section, il doit savoir telle chose. Vous imaginez que dans une école maternelle, de surcroît dans une zone d'éducation prioritaire, les différences individuelles sont absolument gigantesques. Alors, autre précision pour ceux qui ne le savent pas, en zone d'éducation prioritaire, on accueille des enfants très jeunes, puisqu'on accueille également des enfants de 2 ans. Ça faisait partie aussi du projet, création des zones d'éducation prioritaire, scolariser le plus tôt possible les enfants pour essayer de leur apporter ce que leur famille n'était pas en capacité de leur apporter. Ça part de bonnes intentions, sauf que c'est considéré également que parce qu'on est pauvre ou parce qu'on vient d'un milieu dit défavorisé, on serait soi-même, je dirais, un milieu culturel pauvre ou un milieu éducatif pauvre. C'est vrai que ce qui peut paraître être généreux au départ est quelque chose de proprement scandaleux à l'arrivée. Donc ça aussi, il faut être en capacité d'accueillir ces différences. Alors moi je vous dis une chose très simple, quand je suis arrivé, j'avais un petit peu oublié ce que c'était que la maternelle, j'en avais fait un petit peu. Donc avec mon expérience à la fois de cycle 3, avec l'expérience que je portais également en pédagogie Freinet, je me suis autorisé, puisque la rencontre c'est aussi s'autoriser, je me suis autorisé à laisser faire. Parce que j'avais rencontré en plus des collègues d'une école de Crolly qui me racontaient comment se passaient les rentrées, c'était absolument extraordinaire. Puisque dans la seule école de Crolly qui existe en France et qui se trouve donc en banlieue parisienne, dans les beaux quartiers, du côté de Vincennes, je crois. Donc l'organisation est prise en charge par les enfants, y compris l'heure de repas. On débarrasse les tables, on installe les assiettes, et puis ensuite on redébarrasse, etc. Donc vous imaginez qu'au début c'est un joyeux bazar, je ne ferai pas le bordel pour éviter de faire polémique. Mais en effet, c'est en effet chacun avec ses moyens, ses capacités, essaye d'organiser, je dirais, cet espace qu'est l'école, dans tout ce qui concerne leur vie et leurs besoins. Alors, dire que l'école maternelle, si c'est confus, tout ça, n'hésitez pas à me couper la parole, dire que l'école maternelle appartient au monde de la petite enfance, c'est affirmer que l'enfant, jusqu'à l'âge de 6 ans, évidemment après, vous pourrez me dire c'est la même chose, mais au moins jusqu'à l'âge de 6 ans, il y a peut-être autre chose à faire qu'à se préoccuper dans un premier temps à lui transmettre des savoirs inscrits dans un programme. Un enfant a d'autres besoins, à commencer par des besoins de mise en sécurité. Il a besoin de se sentir rassuré, il a besoin de se sentir à la fois identifié comme individu au sein de la classe, et ça c'est fondamental. Donc j'ai laissé faire, parce que j'avais besoin de laisser faire, j'avais besoin un petit peu de me sentir rassuré, et puis d'une certaine manière je me suis aperçu qu'en laissant faire, ça se passait pas si mal. Alors j'avais, juste pour préciser, aujourd'hui l'école est organisée, donc il y a 4 classes. Une classe qui accueille les tout petits, donc les enfants de 2 ans. On essaye d'essayer d'avoir un accueil un petit peu... alors là, tout est possible pour l'accueil des enfants de 2 ans, c'est-à-dire que les parents ont un emploi du temps, une disponibilité, ils l'amènent avec, leur enfant à l'école, et puis on fait avec. Donc il reste une demi-heure, 3/4 d'heure, 2 heures, ils laissent leur enfant, ils ne le laissent pas.
on essaye de les rassurer. Je précise une chose, que la première des mises en sécurité d'un enfant à l'école se fait au moment de l'inscription. Donc ça, c'est fondamental, parce que si on veut rassurer un enfant, il faut commencer par rassurer ses parents et lui dire qu'il est bienvenu dans cette école-là. Et que si en plus c'est sa première expérience d'école, puisque l'école, c'est je reprends, on va dire, une expression qu'utilisait Mérieux, même si Mérieux n'est pas dans la tasse de thé, nous en parlions tout à l'heure, il dit que l'école maternelle, c'est l'école première. Donc c'est pas vrai pour tout le monde, évidemment, mais c'est souvent le cas. C'est-à-dire que la première expérience d'école, en tant que parent, qu'ont les parents, justement, c'est l'école maternelle. Donc il ne s'agit pas de rater son coup. Il s'agit absolument que les parents se sentent en sécurité. Puisque l'enfant, même à 2 ans, s'il n'a pas une maîtrise du langage et de la communication satisfaisante, il repère un certain nombre de signes dans l'attitude, les postures, dans le regard, dans le discours des parents, quand il revient à la maison et qu'il se met à parler de l'école après l'avoir inscrit. C'est là qu'en effet il va saisir un certain nombre d'indices, d'éléments pertinents pour à la fois ou se sentir rassuré ou porter son inquiétude, parce que en effet il va falloir qu'on maîtrise cette angoisse de séparation. Donc 4 classes, une classe de tout petit et 3 autres classes depuis 3 ans avec des classes multi-âges. Donc 3 classes avec des petits, des moyens et des grands. Alors on avait commencé au départ par 2 classes de moyens grands, sachant que évidemment les moyens devenaient les grands. Là actuellement les petits deviennent nos moyens qui deviennent les grands. Quand je dis petit, moyen, grand, j'utilise le langage administratif. Évidemment ça n'a absolument, à l'école maternelle plus qu'ailleurs, ça n'a déjà pas de sens après, mais ça n'a encore moins de sens à l'école maternelle de faire des classifications de cet ordre-là. On ne définit pas les capacités et la disponibilité d'un enfant au regard de son année de naissance. Vous vous rendez compte, l'enfant a 2 ans, il a 2 ans d'existence, eh bien il est chez les tout petits parce qu'il est né cette année-là. Une année c'est 12 mois. Quand on a 2 ans, vous imaginez, bon, ça fait un rapport absolument gigantesque. Donc, et puis j'avais fait d'ailleurs une expérience, je ne voulais pas apporter, mais essayez d'imaginer une sorte de frise qui s'étale sur 3 ans. Vous tirez un trait, vous faites une flèche, avec les mois de l'année, et vous faites ça sur 3 ans avec l'année de naissance des enfants que vous avez dans votre classe. Et puis vous indiquez par une flèche chaque enfant à la date de sa naissance. Et vous regardez comment s'organise votre classe, où se concentre, si on veut vraiment être obsédé par la date de naissance de l'enfant, et où les choses se concentrent. Et bien parfois vous avez des classes où vous avez des groupes significatifs qui se concentrent autour du mois de décembre et du mois de janvier. Alors comment vous organisez votre classe? Vous faites des classes vous faites, je sais pas, des ateliers pour des petits? Bah oui, mais il y a une partie des petits qui sont plutôt chez les moyens. Ou alors vous faites enfin, vous voyez bien que ça n'a absolument pas de sens. Et quand vous regardez les ouvrages pédagogiques, quand vous regardez ce qui intéresse, on va dire, tous les ouvrages qui s'intéressent à la maternelle, que ce soit sur le terrain pédagogique ou que ce soit à la limite sur l'information que l'on donne aux parents, eh bien on sectionne, on coupe en morceaux. Vous voulez faire des maths, et bien vous prenez votre bouquin de maths pour faire des maths en petites sections. C'est absolument absurde. Pareil pour la moyenne section, pareil pour les grandes sections. Quand vous avez une classe multi-âge et que vous laissez faire, j'avais une discussion ce matin là, avec une maman là, qui est ici présente, je lui disais, je peux te montrer à une table 4 enfants regroupés en train de faire un jeu de société, et très naturellement, qu'est-ce qu'on va constater? Qu'interagissent, peut-être, va y avoir un petit, 2 grands et un moyen. Très naturellement. Et évidemment, énormément des choses vont se construire par ces interactions-là. Donc le laisser-faire, il libère beaucoup de choses, évidemment, et il permet en effet d'observer ce genre de choses. Il permet aussi à des enfants qui sont très très à l'aise de pouvoir en effet travailler sur des choses qui représentent une certaine difficulté, que l'on verrait plutôt, on va dire, chez les grandes sections ou les moyennes sections, celui est un petit. A l'inverse, des enfants qui ont besoin de plus de temps, eh bien, vont rester parce que ça les rassure. Des enfants qui ont besoin de faire des jeux symboliques. Les jeux symboliques, c'est jouer à la cuisine, faire à manger, s'occuper des poupées, etc. Donc tout ça, ce sont ces jeux symboliques qui sont très importants, qui sont très présents chez le jeune enfant et qui ont tendance, on va dire, à disparaître plus l'enfant vieillit. Vous avez des enfants en grande section qui ont encore besoin, en effet, de passer beaucoup de temps dans ces lieux-là. Je peux même vous raconter une anecdote. Quand on fait le décloisonnement, enfin un décloisonnement
très, très peu formel entre des CP et nos grandes sections. Pour nous, c'est juste, vous allez visiter la grande école, vous allez voir, ça va être formidable. Donc ils sont ravis. Et puis nous, on accueille quelques CP qui viennent dans nos classes. Devinez où vont les CP. Ils vont d'abord dans le coin de cuisine, ils vont d'abord. Et oui, vous savez que les systèmes éducatifs qui marchent le mieux, on apprend à lire à 7 ans, tout simplement parce qu'à 7 ans, je ne parle pas de la méthode, mais parce qu'à 7 ans, on est à peu près certain que la plupart des enfants sont disponibles, sont prêts intellectuellement, en termes de maturité, intellectuellement, à rentrer dans les apprentissages de la lecture. Avant, c'est compliqué. On voit bien en France, c'est compliqué. Excusez-moi, vous aviez commencé à nous dire que les petits de 2 ans, ils sont dans une même classe, ouais. Et ensuite le reste, c'est... Ils sont répartis, il y a 3 classes, et dans chaque classe, il y a des petits, des moyens, des grands. Voilà. Alors, une expérience supplémentaire, alors ça, c'est le jeu des effectifs, hein, c'est le jeu du nombre d'enfants présents à une année. Donc, il se trouve que moi, dans ma classe, ça fait 2 ans que mes petits, hein, je dis ça, vous voyez bien, hein, c'est du langage purement administratif, mes petits sont des enfants nouvellement scolarisés. C'est leur première expérience d'école. Alors, plutôt que de les avoir répartis sur les 3 classes, on a hésité, on les répartit sur les 3 classes, ou bien on les concentre sur une classe. Moi, j'ai fait la proposition en disant, voilà, puisqu'on estime que la classe multi-âge est une classe qui a ses propres ressources, et bien peut-être qu'on aura aussi nos propres ressources d'accueil, on va évaluer. 2 classes qui accueillent des petits qui étaient des tout petits l'année d'avant, qui nous connaissent, qui connaissent les enfants, qui connaissent l'école, et puis ma classe qui va accueillir des petits nouvellement scolarisés. Et bien là où c'est formidable, et je penserais sincèrement, je suis pas grand-chose, aucune différence au niveau de la séparation. Pratiquement pas de pleurs, enfin, ça dure très peu de temps, et une mise en sécurité, visiblement, qui se met en place très très vite. Et je me dis tout simplement pourquoi, parce que la classe apporte sa propre réponse. C'est pas moi. Quand un enfant, un petit, qui a une première expérience d'école, qui arrive pour la première fois dans une classe, qui certes, il l'a visité au mois de juin avec ses parents, il a pu même y rester un certain temps, ça c'est pas un problème. Il arrive pour la première fois, il va falloir en effet qu'il se mette à l'idée que maman m'accompagne, mais qu'elle va partir à un moment donné. Hein. Ça, tous ne l'ont pas nécessairement en tête. Il voit des enfants qui sont un tout petit peu plus vieux que lui, et qui d'emblée ne se posent même pas la question d'adaptation. Ils sont dans un milieu sur lequel ils agissent directement. Ils sont directement acteurs de leur projet, de tout ce qu'ils vont pouvoir faire, et ils vont tout de suite s'engager, puisqu'évidemment les anciens, les 2 mois se concentrent en l'espace de 2 secondes, de temps qu'ils rentrent dans la classe, ils sont déjà au 31 juin, ça n'existe pas, mais vous imaginez, ils sont déjà au 31 juin de l'année d'avant, vous voyez. Et donc, hop, ils sont tout de suite là. Ces enfants-là voient qu'en effet, il y a cette sécurité, elle est présente. Elle n'est pas artificielle, elle n'est pas dans le discours de l'enseignant ou de l'enseignante, elle est véritablement dans les faits, dans quelque chose d'observable. Et quand je disais qu'en effet, si l'enfant observe, et toujours observe, on va dire, le comportement de ses parents pour se rassurer, pour voir en effet si papa et maman sont rassurés, donc j'ai toutes les raisons en effet de penser que si papa ou maman s'en va, il va revenir. Donc là, en effet, on a exactement, je pense, les mêmes effets. C'est une hypothèse, il faudra le vérifier, mais en tout cas, sur 2 années d'expérience, on constate qu'en effet, c'est très sécurisant. Marianne ? Oui. Pourquoi vous avez fait le choix de faire une seule classe de tout petits sans faire 4 classes de tout petits, moyen? Alors la raison, elle est... alors on n'en était pas loin l'année dernière. Hein. J'ai poussé un petit peu, à chaque fois j'essaie de pousser un petit peu. Alors, je reviens à l'idée des petits. Pendant 5 ans, on a fait 2 classes de moyens grands. La raison était très simple, c'est que moi j'avais une des 2 classes et qu'avec ma collègue, je pense qu'on n'était pas encore pour nous. Alors curieusement, on peut imaginer que l'école maternelle c'est une entité, qu'on peut s'échanger les classes, etc. Détrompez-vous, quand vous faites que des grandes sections, pour vous, les toutes petites sections, c'est des martiens. Vous dites si jamais je me retrouve du jour au lendemain dans la classe des collègues, comment je vais faire hein? Donc c'est absolument, il n'y a rien d'évident dans cette affaire-là. Et donc, il nous a fallu donc, un certain temps. Et puis, moi j'ai observé que la sieste, par exemple, donc on va parler de tout ça,
des besoins fondamentaux, hein, des besoins physiologiques de l'enfant. La sieste, en effet, l'enfant qui n'a pas envie de dormir, il dort pas, on ne s'occupe pas de savoir s'il est petit. Tu n'as pas envie de dormir, bah, tu restes en classe. Hein. Puis si tu as envie de te coucher une demi-heure après, il n'y a pas de problème, on va t'accueillir, on va te montrer où est ton lit. Donc voilà comment ça se passait. Et puis donc on avait de temps en temps évidemment des petits l'après-midi qui se levaient, qui avaient fini de dormir ou qui ne voulaient pas dormir. Et puis évidemment on profite de ce temps-là. Les tout petits dorment. Là pour le coup il n'y a quasiment pas d'exception, donc on va dire qu'il n'y en a pas. Donc l'enseignant se libère et c'est là qu'on fait ce qu'on appelle les décloisonnements, c'est-à-dire qu'on en profite pour éclater, on va dire, le groupe d'enfants qui ne fait pas la sieste pour faire des choses un petit peu différentes. Voilà. Je vous passe le détail de cette affaire-là. Donc moi j'observais régulièrement, parce que ma classe était à côté du dortoir, enfin d'un dortoir, donc j'avais des petits qui apparaissaient, mais je m'en apercevais pas tout de suite. Donc ce monde un peu étrange, des petits, des tout petits, parfois apparaissait dans ma classe. Et au bout de 5-10 minutes, ah bah tiens Grace, t'es là, ah bah ça va, tu dors pas, t'as pas... Voilà. Et le chose se passait aussi naturellement. Et je me suis dit, bah, ça serait vraiment dommage que ce plaisir-là d'observer, que cette chose tout à fait, qui paraît, finalement, qui s'est imposée à moi, très naturellement, ne se fasse pas toute la journée. Et c'est comme ça qu'on a démarré. Donc il a fallu un petit peu de temps. Et donc, l'année dernière, on a failli être sur les tout petits, moyens, etc. On se dit quand même, alors là, je ne sais pas si on a raison, que cette spécificité, à la fois que je parlais d'emploi du temps, il y a des enfants qui vont rester très peu de temps, d'autres, voilà. Le collège, par exemple, de toute petite section, accueille les enfants systématiquement dans la salle de motricité. Donc, les espaces sont ouverts. Les enfants qui veulent rester assis, qui veulent rester près de maman, là il y a plein de mamans qui restent assises pour se rassurer que tout va bien, enfin, qui sont debout, etc. Il y a l'espace où l'enfant va se déshabiller, qui est un espace en dehors de la salle de motricité, qui est aussi un lieu, on va dire, sécurisant, puisque c'est loin du bruit, du vacarme de la rumeur, enfin si j'ose dire, hein, quelque chose qui peut être dans cette représentation-là. Donc il y a tous ces lieux-là, il y a toute cette chose-là qui permet en effet d'avoir, je dirais, voilà, d'accueillir dans une réelle spécificité. Mais peut-être qu'on se trompe, peut-être qu'on va arriver à un moment donné à 4 classes avec des tout petits moyens. Est-ce que cette spécificité, on pourrait la faire, on pourrait la transposer avec 3 ans, et à chaque classe, on pourrait dire, bon, ils ont une spécificité. Oui, absolument, oui. Certainement qu'on se trompe, puisqu'on voit bien que dans une famille, il y a une maman qui disait que ça partait de 5 ans jusqu'à 19. Hein, moi, chez moi, ça part de 2 ans jusqu'à 22. Et donc, c'est formidable, tout le monde s'y retrouve. Donc, celle qui commence, celle qui a 2 ans. Donc, c'est pas là où le problème se pose. Hein. Les Martiens sont plus forts que nous. C'est parce qu'on ne les connaît pas assez. Voilà. Donc, l'expérience conduite, là, je vais faire un super résumé. Pour faire de la classe, on va dire, un espace vivant, quelque chose de sécurisant, généralement je présente ça sous la forme de trois principes. Alors, comme tout principe, ils sont là pour être discutés, contestés. Il y a laisser faire, ça on en a parlé ce matin. Je vous en ai parlé aussi, mais lié à mes propres incapacités au départ. Laisser dire, ça j'avais déjà l'expérience. Ensuite le 3, laisser dire. Ouais, moi je critique le maître parce que je suis pas d'accord avec lui, etc. Laisser aller. Donc laisser faire, laisser dire, laisser aller. Je rajoute toujours laisser faire sans qu'il y ait du laisser faire, laisser dire sans qu'il y ait du laisser dire, et laisser aller sans qu'il y ait du laisser aller. L'expérience nous a... Alors, le laisser aller, c'est, ça a été évoqué un petit peu ce matin, la libre circulation. On a, quand je suis arrivé, là maintenant on a des effectifs qui sont un petit peu en baisse, mais sinon on avait donc, alors en zone d'éducation prioritaire, maximum 25 par classe. C'est déjà beaucoup. Je rêve, et je le dis en passant, la maltraitance qui existe donc à l'école maternelle, elle existe, j'ai envie de dire, il y a une part de complicité aussi chez les parents. Et je vais dire pourquoi, sans être accusatoire, mais je vais vous dire pourquoi. Il est très fréquent de rencontrer dans des classes qui ne sont pas en zone d'éducation prioritaire des effectifs à 30, 32, y compris dans des classes de petites sections. J'attends avec impatience
que les fédérations de parents d'élèves fassent signer une pétition. Alors actuellement, vous savez que la FCPE fait une pétition avec l'ICN. C'est bien, ça me fait de la pub parce que c'est plus lisible que ça. Contre les devoirs à l'école. Moi, j'aimerais signer une pétition pour interdire des classes avec 30 enfants en maternelle. C'est absolument scandaleux. On parle de sécurité affective. Regardez, vous avez 30 enfants dans une classe, des enfants de 3 ans. Essayez de mesurer ou essayez d'imaginer le temps que vous passez avec chacun d'entre eux. C'est pas que des maternelles. Non mais c'est vrai, non mais je prends cet exemple extrême, tu vois, c'est ça que c'est pour ça que je pars de là. Donc nous au début on avait 25 enfants par classe, donc en passant si il y en a qui veulent prendre l'initiative ou déjà rédiger la pétition, on va pas circuler, ça sera déjà une des solutions pour essayer de changer un petit peu l'école et la façon d'accueillir les enfants à l'école. Ça c'est une des solutions possibles. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, laisser, voilà. Donc, laisser faire, comment ça se passe? C'est très simple. Tout ce qui est à hauteur des enfants est à disposition libre des enfants. Pareil, l'expérience de l'accueil. L'expérience de l'accueil, c'est classique. Alors, vous pouvez faire un accueil extrêmement bienveillant. Les enfants arrivent, évidemment, ne pas faire ce qu'on a entendu, s'adresser à chaque enfant, s'adresser à chaque parent, les faire rentrer dans la classe, leur regarder ce que fait votre enfant hier, c'est formidable. Vous avez un enfant formidable. Vous faites avec chaque parent. De toute façon, les enfants, à un moment donné, font tous des choses formidables. Donc, on a toujours des choses à dire dans l'année. Mais je peux vous assurer que ça étaye d'une façon extraordinaire. Vous voyez des choses se transformer, des visages se transformer. J'ai une maman, j'ai eu la chance, si j'ose dire, d'accueillir une maman extrêmement fermée, très dans une attitude défensive. Elle ne le regardait jamais dans les yeux, etc. Elle avait un enfant qui présentait de gros troubles de comportement jusqu'en moyenne section. Il était à 4 pattes, il faisait le chien. Enfin, c'était quand même des troubles assez envahissants, on va dire. Et cet enfant s'est littéralement transformé. Donc il a fait administrativement une moyenne section, une grande section et un maintien, parce que alors ça c'est des choses qui discutent avec les gens du réseau d'aide. On a un réseau d'aide en ordre massif, donc si vous voulez, quand on fait un maintien, on le fait super tranquille, on n'a aucun état d'âme là-dessus, même si c'est interdit. Et puis, bref, c'est un enfant qui s'est littéralement transformé. C'est une maman qui est absolument ravie. J'ai eu sa fille après. Là récemment, elle m'a lâché, mais on voit bien, il y avait un message très affectueux, mais elle me dit sa troisième, Maëlys, n'est pas dans ma classe. Elle est dans la classe d'une collègue, ça se passe très bien, tout va bien. Elle m'a dit récemment, bah oui, vous n'avez pas voulu prendre ma fille dans votre classe. Et on sentait bien que, voilà, pour moi, le message que je retiens, c'est ça, c'est que c'est une maman qui s'est véritablement étayée. Et elle arrive, elle a le sourire, elle a une confiance dans l'école, et c'est extraordinaire. Alors là, vous êtes les rois du monde. Et je dis souvent aux collègues, c'est quand on devient les rois du monde que là, on est en danger. Et qu'il faut être ultra vigilant pour justement qu'il n'y ait pas de malentendu. Ah ouais, il ne faut pas non plus que les parents se trompent non plus sur nous en pensant en effet que si nous sommes tous des merveilles, on n'est pas nécessairement tout le temps formidable. Donc en effet, là aussi, il faut laisser faire, laisser dire, laisser aller aussi avec les parents. Donc tout ce qui est à hauteur des enfants est à libre disposition. D'un accueil de 10 minutes, c'est transformé en un quart d'heure, en 20 minutes, et puis tout simplement parce que très rapidement, quand vous faites l'expérience d'un accueil ouvert, eh bien au bout de 10 minutes, au moment où vous dites « Allez hop, vous rangez, réunion, je vais vous dire ce que vous allez faire, je vais vous réunir en 4 ateliers, n'est-ce pas, le rouge, le bleu, le vert, le jaune, et puis le rouge il vient avec moi, le bleu il va avec Nadia, la dame de service, et puis les deux autres, vous êtes en autonomie, enfin vous êtes en atelier libre, enfin libre. Vous allez faire ce qu'il y a sur la table, mais librement. Voilà. Donc, au bout de 10 minutes, vous tapez les mains, vous voyez la moitié de la classe, que je te dis, toute la classe qui fait la tronche, parce qu'en effet, ils commençaient déjà à discuter, à faire des trucs, et là, il faut qu'ils arrêtent. C'est là que ça devenait intéressant. C'est là que se construisait de la véritable interaction, de la vraie communication. On parlait du langage. Juste, passe à autre chose. Hubert Montagnier, qui est donc un des grands spécialistes du développement de l'enfant, disait que le jeune enfant, avant d'être un être de langage, est un être de communication. Donc, je crois que c'est une phrase qu'il faut méditer parce qu'elle est très très importante. Hein. On cherche à faire parler les enfants à l'école maternelle beaucoup. Or, ça n'a absolument aucun intérêt. Il parlera quand il aura envie de parler, quand il aura les moyens, la capacité et la disponibilité pour le faire. Donc voilà, et donc on se dit, on va laisser 5 minutes de plus. Et puis vous laissez, puis finalement vous apercevez au bout d'un moment que l'activité principale c'est l'accueil.
Enfin, c'est ce que vous appeliez l'accueil au début, quoi, les 10 minutes. Et donc la première rencontre, la première réunion, le premier regroupement va se faire, je dirais, pour simplement dire à un moment donné, bah tiens, qu'est-ce que vous avez fait, qu'est-ce que vous avez aimé, mettre des sentiments sur des choses aussi importantes qui permet de rassurer et de dire à chacun ce qu'il a à dire à travers justement une dimension affective, hein, toujours la sécurité affective. Donc j'ai aimé, j'ai pas aimé. Ça permet aux enfants non francophones de très rapidement se saisir de phrases ritualisées pour que eux aussi puissent prendre la parole. Alors ils vont dire j'ai aimé, après on ne comprend rien, mais c'est pas grave, tout le monde est en capacité d'écouter et d'accueillir cette parole-là. C'est pas grave, après ça va se faire. Ou des enfants qui ont des gros problèmes d'articulation, qui ont du mal à communiquer. Voilà. Donc j'ai aimé, il y a, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore, il y a je suis d'accord, je suis pas d'accord, qui veut la parole, puisque la parole se distribue également, c'est l'enfant qui a la parole qui donne la parole, hein, dans ces regroupements-là. Donc laissez faire, donc laissez dire, là je viens d'en parler, et laissez aller. Alors laissez aller, on a commencé à s'installer dans des espaces qui étaient en dehors de la classe aussi. Parce qu'à 25, dans une classe qui a des, je précise pour les enseignants, qui connaissent bien en effet les grandes variations qu'il y a en surface de classe, on est dans des classes relativement confortables en surface, mais n'empêche que 25 c'est quand même beaucoup. Donc on a commencé à mettre des tables dans le couloir, et puis il se trouve que par exemple à côté de ma classe il y a la bibliothèque, donc la bibliothèque le matin devenait un espace pour faire de la musique. Et puis, évidemment, la gestion insupportable des toilettes. Alors, je précise, évidemment, il n'est absolument pas question d'aller aux toilettes tous en même temps. Ou alors, sinon, je promets, on fait une petite pause dans... Hein, vous imaginez, hein, vous voyez venir, dans 10 minutes, on fait une pause, et puis alors vous mettez en rang par deux, tous aux toilettes en même temps. Vous allez voir ce que ça fait. En titre, hein, vous avez même le droit de chanter. Mais tous en même temps, évidemment. Donc, c'est des choses, en effet, qui ont été abandonnées très rapidement. De même que sortir dans la cour de récréation, voilà. La seule chose, c'est qu'on demande en effet à ce que les enfants ne se mettent pas en danger. Donc là-dessus, on est intraitable. Alors se mettre en danger, c'est mettre aussi en danger l'autre. Et quand je dis ça, puisque le thème central, c'est toujours cette fameuse sécurité affective, mettre en danger l'autre, la première des mises en danger de l'autre, c'est se moquer. Ça, c'est une chose qui est inadmissible et indiscutable. Et je peux vous dire que là-dessus, on est intraitable. On n'est pas sympa. Donc, si tu veux te moquer, tu ne peux pas rester avec nous. Tu ne peux pas en effet rester dans cette communauté parce qu'ici on accueille tout le monde. Toutes les paroles, tous les bégaiements, tous les. Voilà. L'enfant qui a fait pipi sur lui, ça n'a aucune importance s'il vient avec un pantalon trop court parce qu'on n'a pas trouvé sa taille. Ça n'a aucune importance. Tu te moques, tu t'en vas. Tu n'es pas capable d'être avec nous. Et très rapidement, quand on dit à l'enfant, on est sur cette forme de communication, cette forme de contrat où on lui dit voilà. En termes de capacité, et surtout pas en termes de morale, la morale il rentre à l'école, hein. Il faut savoir que dans le devenir élève, qui est un des domaines qui est apparu dans les programmes de 2008 de la maternelle, et il y a le mot moral qui apparaît. Je trouve pareil, c'est quelque chose moi, qui me choque énormément. Il y a ce qui fait du bien aux autres, ce qui fait du mal, mais le bien et le mal, c'est bon pour le catéchisme le mercredi matin ou pour les cours d'arabe. Mais pas pour l'école, c'est autre chose. À l'école, on n'apprend pas la morale. On pourra en discuter, mais en tout cas, moi, c'est quelque chose qui me choque. Donc voilà, si tu es capable de venir, si tu es capable de rester avec nous sans te moquer du copain qui a en effet le pantalon trop court avec des petits pois dessus, il n'y a aucun problème, tu es bienvenu. Généralement, 5 secondes après, vous avez la porte qui s'ouvre, faire doucement pour ne pas déranger les enfants qui sont en train de parler à ce moment-là, ils viennent s'asseoir tranquillement, tout va bien. On a également une zone d'éducation prioritaire. On a réussi à avoir un seuil également dans la relation individuelle et justement dans la régulation de conflits, un niveau on va dire, de conflit avec des passages à l'acte qui se situe au minimum. Et ça, en effet, là-dessus, on n'est pas très modeste là-dessus, parce que zone d'éducation prioritaire, c'est souvent ciblé. Il y a eu les assises contre la violence qui ont accouché de rien. Si d'une vidéo, on donne une vidéo d'enseignants pour gérer les conflits, les violences à l'école, vous imaginez. Voilà, donc là-dessus c'est vrai qu'on se rend compte que dans la mesure où l'école, alors ça veut dire en effet des routines, et ça veut dire également que tout le monde fonctionne de la même façon.
Une dame de service est en capacité de demander des comptes à un enfant dans les mêmes conditions, avec les mêmes mots que nous. L'enfant est en capacité de s'adresser à n'importe quel adulte de la même façon. Donc les modes de communication sont les mêmes, tout le monde s'appelle par son prénom, enfant, adulte, etc. Les parents, pareil, toujours très embêtant quand ils téléphonent. Ils veulent m'appeler, s'ils tombent sur moi, je suis le directeur. C'est Christian, c'est très compliqué, parce qu'évidemment, quand on commence à s'adresser, quand on est chez soi, qu'on s'adresse à quelqu'un en l'appelant par son prénom, c'est qu'il y a une certaine familiarité. Or, c'est pas tout à fait malgré tout. Il y a une dimension sociale qui n'est pas celle-là. Voilà. Donc voilà, toutes ces choses-là sont importantes. Laisser aller donc les enfants, il a fallu s'organiser pour que les enfants puissent sortir de la classe et aller dans des lieux sans présence d'adultes. Alors pour ça, on utilise un système très simple, ce sont des petits cartons qu'on appelle des passeports. Et ce qui assure la sécurité, c'est le nombre de passeports. Il y en a 2, il n'y en a pas 3, il n'y en a pas 4, il n'y en a pas 5, il y en a 2. Donc ça veut dire que, par exemple, la bibliothèque qui sert de coin musique, d'expérimentation musicale, donc loin de la classe, vous imaginez faire un coin musique dans la classe, c'est ingérable. Donc évidemment, ça concerne 2 classes. Donc il y a 4 enfants au maximum. Bon bah c'est très simple, on sait depuis maintenant 6 ans que ça existe, il n'y a jamais, mais jamais, je vous le promets, je vous le jure, tiens je vous le jure sur... non, il n'y a jamais eu d'accident physique. Aucun enfant ne s'est mis en danger. Certes, avec l'instrument, il a tapé un peu trop fort, il n'a peut-être pas bien utilisé les instruments alors qu'on avait vu ensemble, etc. Donc là-dessus, on a un peu râlé, mais il n'y a jamais eu ce genre de choses. Les enfants qui vont aux toilettes librement, pareil, 2 passeports. Ça veut dire que de temps en temps, c'est assez rigolo de jouer avec l'eau en toilette. Mais ça ne va pas au-delà. C'est quoi l'histoire de... Enfin, la morale de cette histoire, hein, la morale. Les effets de langage. La morale de l'histoire, c'est qu'un enfant qui sait pourquoi il sort de la classe n'a aucune raison de se mettre en danger. Quand en effet l'enfant dans une classe fermée, close, où le maître confisque la totalité de l'activité des enfants, quand l'enfant veut aller aux toilettes et qu'il quitte la classe, c'est une situation tellement rare, tellement anormale, qu'en plus, pour peu que vous ayez 40 mètres de couloir pour aller jusqu'aux toilettes, évidemment, qu'est-ce que vous faites? Puis il y a un sprint, hein. C'est super sympa. Aucun obstacle, c'est royal. Nous aussi, on a un couloir, on a un beau couloir qui fait quelques bonnes, une bonne vingtaine de mètres. Voilà, quoi. Il y a toujours une dame qui se balade, etc. On a des enfants qui ont des gros troubles de comportement. Alors là aussi, évidemment, le grand luxe, c'est que quand vous travaillez en équipe, nous avons accueilli l'année dernière une petite fille de 3 ans qui avait très très gros troubles de comportement, pas de langage, des hurlements, impossible de la fixer sur une activité, elle renversait tous les trucs de perles, de colliers, je ne vous raconte pas dans une classe. Et donc elle faisait toutes les classes comme ça, et puis elle se baladait, etc. Je n'ai pas un collègue qui m'a regardé les yeux dans les yeux en me disant « Christian, là ça c'est n'importe quoi. Hein. » Au contraire, à chaque fois qu'on se voyait, on se disait « Ah dis donc, au lieu de renverser 2 bacs, elle en a renversé 15. Ah, elle a progressé, etc. » Et ce qui était formidable, ce qui nous a fait beaucoup de bien, c'est que quand on faisait les équipes éducatives, alors une équipe éducative, on réunit les parents, alors c'est des enfants qui sont suivis souvent à l'extérieur de l'école dans le centre, donc dans les CMP, psychopédagogiques, donc avec des éducateurs, avec des infirmiers, avec des pédopsies. Donc on réunit tout ce petit monde, les parents, etc., pour faire à la fois dans un premier temps un état des lieux, et puis pouvoir voir éventuellement si on a des actions à faire. On a toujours refusé, je précise, d'avoir ce qu'on appelle des AVSI. Vous savez, c'est ces contrats précaires, c'est ces travailleurs pauvres qu'on a fait rentrer dans l'école. Et qui est là aussi un vrai scandale. Il faut, tiens, nouvelle pétition, si quelqu'un veut bien la rédiger. Donc il faut savoir qu'actuellement, il y a des travailleurs pauvres dans l'école. Donc le fait d'avoir ce luxe incroyable, d'avoir les dames de service, les collègues, qui ont pu accueillir cette petite qui circulait partout, qui hurlait dès qu'on lui parlait, elle se mettait à hurler, elle fermait les yeux, enfin, c'était terrible. Aujourd'hui, elle est toute la journée dans ma classe, elle joue au memory, enfin c'est un truc, on n'en revient pas, on est scotché. Et bien eux, ils sont absolument ravis. C'est une situation qui est unique. Et ce qui nous fait plaisir, c'est que, si j'ose dire, c'est parce qu'on n'a rien fait. Dans le texte que j'ai rédigé là, qui parle en effet que la diversité. En fait, la petite, elle prenait un passeport et elle... Non, il n'y a pas. Non, passeport. Elle, on imaginait même. Non, il n'y avait même pas langage, il y avait rien. Ouais, non.
préciser également, elle n'était pas propre, elle est restée pratiquement 1 an à porter des couches. Là aussi, quand on dit qu'en effet les enfants doivent être propres quand ils arrivent à l'école maternelle, ça n'est écrit nulle part. Il faut savoir qu'un enfant, c'est écrit en gros que l'enfant doit être prêt à être socialisé dans un lieu comme l'école où on va dire, transmettre des apprentissages. Mais l'idée qu'un enfant qui arrive à l'école doit être propre, c'est écrit nulle part, je le précise entre parenthèses. Ça n'existe pas. Donc, ça nous arrive quelquefois, l'enfant n'est pas tout à fait prêt, etc., alors qu'il a vachement envie de venir à l'école, justement dans l'école, dans la classe des tout petits, l'enfant il vient. Et donc, dans ce texte, ça me gêne un peu, je vais être obligé de le citer. Alors, voilà. Je dis, voilà, ne rien faire pour un éducateur est peut-être l'action la plus plausible. Et ça, c'est le résultat d'une expérience. Une expérience de 8 ans. Donc maintenant, j'avais dit que je n'aimais pas parler maintenant, c'est la parole. Ah oui, par rapport à la pétition, donc. Par rapport à la pétition pour interdire les classes de 30 élèves, l'école où les enfants sont inscrits, là, il y a 2 ans, non, il y a 1 an, avec des maternelles chargées à plus de 30 élèves. Et il y a une équipe de parents qui a fait une pétition, ça n'a pas suffi, et ils ont été très mobilisés. Nous, on venait d'arriver dans le village, donc on a observé ça un petit peu avec du recul, mais en tout cas, ils ont campé dans l'école, ils ont fait venir la presse locale, ils sont allés plusieurs fois à l'académie, etc. Et donc, ils ont réussi à créer un mi-poste. Et après, les enseignants sont organisés pour, pendant la sieste, les classes ne dépassaient pas du coup 20 élèves. Et c'est vrai qu'ils sont allés jusqu'à camper 2 nuits dans la cour de l'école, et qu'avec la pression de la presse, etc., ils ont réussi à organiser une pétition nationale. Et des élections. Voilà, des élections. Oui. C'est pas inscrit, donc j'ai un petit peu du mal à comprendre l'histoire du passeport. Ils en ont 2 chacun ou 2 pour la classe? Non, alors, en 2 mots, il y a un endroit à l'entrée de la classe avec des petits crochets. Et donc c'est un petit carton avec un Scooby-Doo, un fil de Scooby-Doo, qui sert de collier. L'intérêt c'est que le fil de Scooby-Doo il casse, si jamais, il est toujours le pire, on a peur de tout, mais là aussi il n'y a jamais eu d'accident, il n'y a jamais eu un ça trouve. Donc c'est accroché là, et il y en a 2 dans la classe. Donc il accroche au passeport. Voilà, et quand il en a marre de faire de la musique, il revient, il accroche son passeport, il faut autre chose. Quand il y a une table à l'extérieur de la classe qui n'a aucune destination particulière, sauf, j'en ai marre d'être en classe, d'entendre du bruit, etc., j'ai envie de me mettre avec des copains et puis faire mon truc, alors ils déménagent tout, les paires de ciseaux, la colle, le scotch, la graffeuse, hop, ils s'installent, et puis voilà. Donc là, comme il y a 4 places, et que là pour le coup la table est destinée uniquement à ma classe, donc il y a 4 places, donc il y a 4 passeports. Voilà. À la librairie en bas, il y a un exemple parmi tous les outils présentés, il y a un exemple de passeport. Collègue. Moi j'avais une question par rapport à la cohérence éducative que tu présentais par rapport à votre équipe. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment ça s'est construit entre l'équipe d'enseignants et dames de service? Est-ce que quelles sont vos modalités de travail? Est-ce que vous avez des réunions avec les dames de service où ça se construit, tout ça? Est-ce que c'est juste dans le quotidien, petit à petit? Est-ce que ça vous est arrivé d'être en difficulté par rapport à un des professionnels de l'école qui ne rentrerait pas dans le truc? Voilà comment ça s'est fait. Quand je suis arrivé dans l'école, il y avait 2 personnes. Alors, sur l'équipe actuelle, quand je suis arrivé dans l'école, il y en avait déjà 2 de présentes. Donc, collègues de toute petite section, ça faisait 20 ans qu'ils faisaient de la toute petite. Enfin, non, ça faisait 15 ans à l'époque qu'ils faisaient de la toute petite section. Une autre collègue, et puis, on va dire, un poste flottant, si j'ose dire, parce que celui-là, on a eu plusieurs enseignants qui ont été sur ce poste-là. Quand je suis arrivé, je ne fais jamais de prosélytisme quand j'arrive dans une école, je ne me poste pas, je ne me présente pas comme enseignant freinet, etc. Mais il est vrai que dans un département, ça va assez vite. Donc il y avait une collègue qui savait qui j'étais, l'autre collègue évidemment le savait aussi. J'étais très très bien accueilli, aucune méfiance. Le climat dont je vous parlais,
a facilité énormément les choses. Et dès la première réunion qui avait eu lieu en juin, j'avais été invité pour la répartition des classes. Bon, ça se fait en général, mais ça ne se fait pas tout le temps, donc rien que ça, je trouvais ça plutôt bien. Quand j'avais suggéré du bout des lèvres que ça pourrait être intéressant d'avoir des classes à 2 niveaux, évidemment, j'ai pas voulu être le royaliste roi, et puis comme je vous dis, j'étais pas si fier que ça non plus, donc je faisais pas trop mon malin. Donc il y a eu la collègue qui était là aussi, elle était prête. Elle était prête, elle attendait que ça, que quelqu'un arrive. Comme on dit, on prêche que les convaincus. Donc elle était déjà convaincue. Il a fallu en effet qu'elle se sente peut-être un peu rassurée, qu'elle ait quelques éléments d'organisation pour pouvoir faire le grand. En 3 mois, sa classe était pliée. En 3 mois, il y avait les passeports. En 3 mois, les enfants sortaient de la classe, allaient dans le couloir pour aller je ne sais où. Enfin, je ne sais où, si eux savaient. Mais je veux dire par là que c'est allé très très vite. Donc il y avait déjà quelqu'un qui était prêt. Ça, c'est la première chose. Là où c'était plus intéressant, c'était le collègue de toute petite section. Le jour où j'ai vu qu'il avait basculé, alors que dans toutes nos réunions conseil de maître, etc., on a une approche très pragmatique. On va essayer de faire ça pour améliorer, je sais pas, l'accueil de je sais pas quoi, l'organisation matérielle, le décloisonnement. Enfin, c'est des conseils de maître très classiques, mais je veux dire, avec un bon climat. Mais on n'était pas du tout dans un projet pédagogie freiné. C'est le jour où je suis rentré dans sa classe et qu'il avait tout transmis. Et c'était un lieu, mais vraiment, alors, on avait envie d'y aller. Enfin, en gros, je caricature après, une fois, j'y mettais mon enfant tout de suite après. Enfin, en tant qu'enfant, j'avais envie d'y rentrer. Enfin, c'était un lieu accueillant, il y avait mais c'était formidable. Avant, c'était un gros bazar, un petit peu du mal à s'organiser. Mais je vous jure, c'était sensiblement observable. J'ai tout de suite appelé ma collègue en disant « Véronique, viens voir, t'as vu la classe de Xavier ?» Elle arrive, et ça lui a fait le même effet. Hein. Donc là aussi, on ne peut pas demander, en effet, on ne peut pas avoir des idées qui sont vraies pour les enfants, et je dirais avoir un comportement différent avec les adultes. Toujours se rappeler que le constat formidable que Freinet fait à la fin de sa vie, c'est quand il dit l'enfant est de même nature que l'adulte. On construit des apprentissages à nos âges comme les enfants petits les construisent. C'est exactement les mêmes processus. Donc voilà, donc ça c'était formidable. Ça c'était la 2e étape. La 3e étape, elle était fastoche. C'est une copine du groupe qui est venue, qui a demandé salutations, etc. Les ATSEM, très rapidement. Alors moi j'étais toujours, parce qu'en tant que directeur, j'ai très rapidement eu un quart de décharge. J'étais tout le temps avec elle, j'étais tout le temps en discussion, et dans un groupe d'ATSEM, il y a toujours une chef. Il y a toujours un leader, non une chef, un leader. C'est-à-dire quand elle parle, on sent que ça va être compliqué de la mettre en contradiction. Et tout de suite, c'est ça qu'il faut repérer et avoir une relation privilégiée. Complicité, etc. Voilà. Et c'était quelqu'un, il faut être clair, hein, quand les enfants partaient en récréation l'après-midi, elle nettoyait toutes les tables, le coin peinture était terminé, il était hors de question en effet qu'on s'installe. Où que ce soit, il fallait rester assis. C'était pas mon ATSEM, je précise, mais voilà. Et c'était ça. Et c'est elle-même qui m'a raconté 3 ou 4 ans après que ça avait vraiment changé son regard et sa façon de travailler. Parce que jamais, nous aussi nous l'avons jugé. Nous lui avons dit non, c'est pas comme ça qu'il faut faire, Mireille, attendez, faites n'importe quoi. Jamais. C'est notre propre enthousiasme, c'est bon, la petite là dont je vous parle, là, que l'on a vu grandir, qui maintenant, enfin, c'est un truc absolument, là pour le coup, on pourrait dire presque miraculeux, ça n'est pas évidemment. C'est les dames pareil, quand elles voyaient cette gamine qui courait dans tous les sens, et qu'on voyait toute cette bienveillance, cette volonté en effet, à la fois de rassurer. La maman, ça a été aussi une libération. On parle de la mise en sécurité aussi, rassurée. Cette maman ne pouvait plus sortir dans les administrations, elle restait enfermée chez elle. Parce qu'en effet, c'était une petite qui... Alors, elle se mettait en danger, évidemment, quand elle était dans la rue, donc elle se déplaçait systématiquement dans la poussette, la petite était complètement harnachée, comme elle poussait des cris tout le temps, c'était absolument impossible, elle prenait le but, les gens la jugeaient, comment, c'est pas possible, ses parents... Mais elle était dans une souffrance, c'était quelque chose d'incroyable. Donc la première fois, je lui ai dit, écoutez, on a fait une sortie, on est allé voir un spectacle, donc là, apparemment, on va tester, je la sens plutôt prête. Je lui ai dit, il n'y a aucun problème, elle est restée assise derrière le spectacle, on est rentré, elle me tenait la main. Là maintenant c'est fini, enfin, je veux dire, c'est... En plus le langage est apparu, je me rappelle toujours la fois où elle me téléphone cette année, donc c'est sa 2e année, où elle me dit au mois de février, oui, Solène est malade, elle ne viendra pas pendant une semaine, voilà, donc bon,
Ah si, aussi, je voulais vous dire, ça y est, Sohan ne met plus de couche. Je fais un blanc, je fais attendez, vous pouvez me le redire. Vous me dites attendez, un détail, Sohan ne met plus de couche. Je dis mais c'est énorme. Elle fait oui, c'est vrai, c'est pas mal. Elle était rentrée aussi dans une logique, c'était normal que sa petite grandisse, évolue, etc. Tous les enfants progressent. Tiens, il faudrait mettre ça aussi au fronton. Il n'y a pas d'échec. Il y a une phrase formidable qu'un pédopsychiatre, Maurice Titran, j'ai découvert comme ça incidemment. C'était un type formidable qui était pédiatre, pédopsychiatre à Lille. Vous connaissez un type formidable qui est mort il y a 2-3 ans. Il y a un an. Voilà. Et qui disait la chose suivante: ce qui est considéré pour l'essentiel comme étant une difficulté à l'école maternelle relève d'une différence. C'est-à-dire qu'il faut avoir en tête que quand on dit voilà, cet enfant a des difficultés, non. Pour l'instant, il chemine. Les difficultés, on verra après. C'est lié à ces différences ou simplement c'est une différence liée à la maturation, à la maturité. Ça n'a rien à voir. Une difficulté, c'est autre chose. Quand un enfant, en effet, l'exemple de la marche, l'exemple de la propreté, l'apparition du langage, un enfant qui a 4 ans qui ne parle toujours pas, oui, là on est dans quelque chose qui n'est plus normal. Un enfant qui n'est, un enfant qui n'est pas propre à 3 ans et demi, maintenant que j'ai vu Sohan, c'est tout à fait normal. 4 ans, elle était encore pas propre, c'est tout à fait. Donc voilà, c'est là-dessus. Là, en effet, on peut éventuellement commencer à se dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. C'est pas nécessairement une difficulté, mais pour le reste, c'est exactement la même chose. Il faut en effet être capable. Et on ne sait jamais à quel moment les choses vont apparaître. Bien malin, qui peut prédire à quel moment l'enfant est prêt à assimiler, comprendre un savoir inscrit dans le programme. Et franchement, pourquoi en effet on est dans une pédagogie très directive, totalitaire, à la maternelle ou à l'école en général? C'est tout simplement parce que faire une pédagogie directive, c'est d'être dans la prédiction. On organise son cours pour être à un moment donné en capacité d'observer ce qu'on attend des élèves. Quand en effet vous élevez vos propres enfants, vous n'êtes jamais dans la prédiction, vous n'êtes jamais dans le projet. Pourtant, vos enfants grandissent, apprennent à marcher, deviennent propres, acquièrent du langage, etc., etc. Sans parler des enfants d'enseignants qui n'ont pas besoin de l'école avant je ne sais pas quel âge, mais qui vont quand même à l'école. Donc voilà, on voit bien qu'en effet, le rôle de l'école, il est quand même... voilà. Donc, dans une démarche extrêmement directive, c'est quelque chose en effet qui est contre nature. Et on se trompe complètement, mais on se rassure. On se rassure. On sait où ça commence, on sait grosso modo où ça finit. Et si l'enfant ne répond pas à la demande, si en effet il ne produit pas les effets attendus, eh bien en effet ça nous crée des angoisses, mais insupportables, pour lesquelles on n'arrive pas à se libérer. Parce que si on décide, là aussi, là je vous parle d'une équipe, mais quand vous êtes seul dans une classe, au sein d'une école, et que vous voyez, vous avez des situations qui sont un petit peu angoissantes, à qui vous en parlez ? À qui vous pouvez poser les choses sur la table pour essayer de trier, pour simplement dire « Attends, ça c'est rien ça, tu es en train de me parler de ça, mais attends. » Il y a 2 mois, tu me parlais de cet enfant en disant que c'était un peu compliqué et que là, maintenant, il a déjà... Alors tu vas pas demander là maintenant à ce qu'il réalise ce que tu attends qu'il réalise, voilà. Mais quand vous êtes seul, c'est compliqué. Il y a une grande souffrance chez les enseignants. Alors, y compris les enseignants, je dirais, qui travaillent de façon tout à fait conventionnelle. Oui, j'avais une double question en fait. Vous avez parlé d'une classe à petit niveau. Ouais. Vous avez dit c'est une classe qui a sa propre ressource. Ouais. Et en fait, je voulais savoir si c'était, parce qu'on parle aussi de l'école qui doit être sécurisante, est-ce que c'est plus sécurisant pour un enfant d'avoir toujours le même instituteur pendant 3 ans, ou est-ce que il peut changer, est-ce que ça n'a pas d'importance? Et comme on parle de liberté aussi, est-ce que l'enfant finalement est libre de choisir son enseignant? Par exemple, si l'enfant dit non, cette maîtresse elle me fait peur, j'ai pas envie d'y aller, est-ce qu'on peut tenir compte de son avis et dire finalement je n'aime pas cette maîtresse parce qu'elle me fait peur, elle fait trop, ou je sais pas, quand on dit pareil. Et est-ce qu'il ne faudrait pas écouter l'enfant en disant oui, finalement tu as envie d'être dans cette classe, je vais plutôt dans celle-ci. Et puis est-ce que le fait que l'enfant ait un problème avec l'enseignant, que ce soit d'ailleurs en maternelle ou en primaire, je pense que ça peut peut-être créer un blocage quelquefois chez l'enfant. Et voilà, donc c'était une double question. Est-ce qu'il faut changer d'instituteur? Est-ce que c'est bien changé ou pas changer? Et est-ce que l'enfant peut choisir son enseignant? Moi j'aurais juste une question, juste par rapport à ce que tu viens de dire. Ouais. Finalement, ce que je retiens, c'est finalement pour l'école, c'est quoi le projet? Et pour l'enfant,
Quel est l'objectif qu'on met dans l'école? C'est quoi qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut pour ces enfants qu'on a? Voilà. Si finalement on laisse aller, nous, dans notre école, comme on la repense, si on doit retenir une seule chose, c'est quoi? Avec le constat qu'on vient de faire. Absolument. Et y revenir constamment. Quand on a posé ce constat-là, il faut y revenir constamment. Parce qu'en effet, on a le regard constamment transformé par nos représentations. Il ne faut pas rêver, vous faites de la pédagogie Freinet, dans un cadre de représentation, les miennes, si je prends mon cas, qui est exactement le même que n'importe quel parent, n'importe quel enseignant qui est dans un cadre totalement conventionnel. Donc en effet, c'est compliqué. Pour répondre donc à ta question, la condition qu'on pose systématiquement quand on fait les répartitions des enfants par classe, c'est que si jamais il y a le moindre problème, alors tu parles des enfants, mais ça peut être aussi une relation très très difficile, très conflictuelle, on imagine le pire avec un parent, on ne sait jamais pourquoi, entre petits parents, ceci, ce qu'on n'a pas prévu, des procès d'intention, enfin, bref. Donc il n'est absolument pas, nous ne sommes absolument pas opposés à ce qu'un enfant puisse changer de classe si jamais il y a quelque chose qui pose problème dans la relation, etc. Une réserve toutefois, c'est qu'on n'arrête pas de nous parler de professionnalisme, et là j'estime qu'en tant que professionnel, je serais presque tenté de dire que nous avons, alors après il y a comment qui va venir derrière, nous avons l'obligation d'être en capacité d'accueillir tous les enfants. Je vais vous raconter peut-être une histoire. Quand j'étais en cycle 3, il y avait une petite dans ma classe que je trouvais franchement insupportable. Sourd-muette, tiens, comme sa mère. Qui mentait tout le temps. Et en plus, c'était relativement confortable. Même les autres enfants de la classe l'aimaient pas. Et moi, ça m'a posé problème un certain temps, jusqu'en février. Et à un moment donné, je me suis dit chez moi, mais là, il y a un vrai problème. Tu ne peux pas continuer à fonctionner comme ça, il va falloir que tu sortes de cette relation-là. Alors évidemment, j'évitais de la maltraiter au sens où j'avais pas des intentions très claires en disant tout le monde ira sauf toi. Mais c'était plutôt... Vraiment, il y avait quelque chose de physique. Quand je la voyais, j'avais pas envie d'aller vers elle, quoi. Et à un moment donné, je me dis, il va falloir que tu es un professionnel, il va falloir que tu fasses le contraire. Tu vas non seulement aller vers elle, mais tu vas t'obliger à lui parler. Tu vas t'obliger à t'intéresser à ce qu'elle fait. C'est-à-dire que tu vas t'asseoir. Vous voyez, là, je suis dans des procédures pour installer un processus de lien. Et donc, j'avais un petit tabouret que je trimballais dans la classe pour pouvoir m'asseoir à côté des enfants dès que j'avais besoin. Tabouret premier prix à Ikea, c'est super léger, ça se trimballe bien, c'est très pratique. Ça fait partie des outils importants dans une classe quand on est enseignant, surtout quand on fait un peu de pédagogie Freinet, et puis on quitte le bureau souvent. Donc, et je me suis assis à côté d'elle, et j'ai commencé à lui parler. J'ai commencé à m'intéresser à elle. J'ai commencé à regarder son travail plus attentivement. Vraiment, je me suis forcé à le faire. Eh bien, je te promets que son comportement, évidemment le mien au départ, mais son comportement a changé. Et que quand le conseil coopératif s'organisait et qu'il y avait pas des règlements de compte, mais des résolutions de conflits qui étaient mises en avant, ouais, moi j'en ai marre parce que imagine, j'intervenais véritablement d'une façon tout à fait volontaire pour qu'en effet il y ait un véritable équilibre dans le jugement qui était fait. Et cette petite a arrêté de commencer à mentir, etc. Sa mère est restée ce qu'elle était. Mais c'était pas grave, ça n'était plus grave du tout, ça n'était plus un problème. Donc c'était une petite que j'avais en ses mains. Et cette expérience-là m'a montré qu'on pouvait faire autrement, qu'on pouvait garder des enfants, en effet, pour lesquels... Ce problème entre l'élève et l'enseignant, ça peut créer des échecs scolaires. Bien sûr. Et l'enfant fait attendre d'aller à l'école et... Il y avait une question là-bas avant. Oui, la petite. Oui, c'est le parole là-bas. Enseignant en maternelle. Ce que tu évoques, c'est évidemment très intéressant, sauf que la maternelle, c'est un aménagement, et que hélas, elle fait partie, et de plus en plus, d'un système éducatif extrêmement exigeant. Nous aussi, on essaie de bosser en équipe, on essaie d'avoir une réflexion avec les ESL, on essaie de dialoguer de plus en plus avec les familles,
Et quand on transmet cette passation de grande section, par exemple, au système du CP, eh bien, on est taxé un petit peu de trop bienveillant, un peu trop généreux, un peu trop d'empathie. Et on a beau dire, on fait du différencié, on bosse avec la différence, on bosse avec des acquis acheminants, j'aime beaucoup ce terme-là. Le problème, c'est que je trouve qu'à l'heure actuelle, 3e millénaire, on a un durcissement du système éducatif et qu'on revient sur des acquis complètement furieux. Voilà. Et on est toujours à notre. On vit la même chose dans cycle 3, avec le collège, oui, c'est pareil. C'est le même retour. Donc moi j'ai envie de te dire, tu fais ce que tu ressens pour les gamins que tu as en charge. Et non. Oui, mais pour aller dans le sens de France, le problème c'est que quand tu passes l'enfant, toi tu sais que tu l'as mis en sécurité, il arrive, et tu sais qu'il pleure, il arrive au CP, il n'est pas bien, et ben t'es pas bien quand même toi. Tu vois, enfin je sais pas comment dire, je comprends ce que dit Franck. Ouais, 2 anecdotes là-dessus. On fout déjà mal alors. Un témoignage d'une maman, et là c'est intéressant. Une maman, alors entre parenthèses, une petite que j'ai eue, et alors en plus une petite qui a sauté une classe, scolarité, dorée sur tranche, pas chez nous, elle a sauté une classe, mais par la suite, donc ça marchait du tonnerre de Dieu. Elle témoigne en disant, dans une réunion de parents, avec d'autres associations, en dehors du temps de l'école, et elle dit, moi quand mon enfant est rentré à l'école élémentaire, c'est là que le sentiment d'insécurité est apparu. Le paradoxe, c'est que ce lieu qui est sanctuarisé, qui est complètement clos, fermé, on pourrait dire c'est formidable, il y a des grilles, aucun parent ne peut rentrer, donc mon enfant est en sécurité. C'est tout le contraire que ça produit. Et alors, une des solutions que nous avons proposées aux enseignants de CP, donc l'année dernière, avec évidemment au coin du bois pour, je dirais, appuyer la proposition, c'est-à-dire le réseau d'aide. Donc alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, un réseau d'aide, c'est un groupe, c'est un réseau qui regroupe donc des enseignants spécialisés, rééducateurs, enseignants spécialisés sur, on va dire, sur le terrain pédagogique, travail autour de l'apprentissage de la langue et des mathématiques, pour faire simple, et puis un psychologue scolaire. Pour faire simple, c'est ça, c'est cette trinité. Voilà. Et oui, voilà. Alors en Z, il en reste encore, des RAZ complets. Donc évidemment, le RAZ est au coin du bois et nous soutient à fond la caisse, je précise. Alors c'est vrai que c'est des stratégies, là. Il se trouve qu'on les rencontre à l'occasion d'un stage école, qui concernait donc le cycle 2. On y arrive, on avait des relations tout à fait courtoises avec eux, on n'était pas du tout en opposition. Et donc, mais je leur dis, mais alors leur difficulté, c'est les parents, évidemment. Alors là, on a tous les lieux communs sur les parents qui tombent. Je leur dis, mais vous savez, ce qui angoisse les parents, c'est ce que je vous ai raconté. Et je dis, mais ce que vous pourriez faire, c'est peut-être au moins, peut-être, je sais pas, je lance comme ça, le premier mois ou les 3 premières semaines, c'est que les enfants de CP sont accompagnés jusque dans la classe. Simplement ça, si vous faites cela, vous ne changez rien à vos pratiques. Vous ne remettez pas, je dirais, votre vision du monde en cause, sauf que vous allez connaître chacun des parents, et quant à la grille, plus tard, vous emmènerez les enfants à Madame Machin, etc. Le parent ne sera pas inquiet parce qu'il vous aura rencontré pendant un certain nombre de temps. Ils l'ont fait donc cette année sur 1 semaine, ils en sont ravis. Donc, voilà, petit pas. Donc là, ce que je vais essayer de leur faire entendre, c'est que si cette expérience était intéressante, pour qu'il y ait un renforcement, soit ils la prolongent d'1 semaine, soit peut-être ils la font à chaque période. C'est-à-dire qu'à chaque rentrée, après chaque vacances, tac, pendant 1 semaine, on emmène son enfant à l'école. Et je suis sûr que les parents auront des choses à dire comme ça. Puis on sait très bien que tellement de choses se disent facilement, en 2 minutes, 1 minute, comme ça, au moment, voilà. Il se passe énormément de choses. Alors que quand vous accueillez généralement un parent, là je peux vous rencontrer, généralement c'est pour dire qu'il y a un problème, rarement pour dire que ça va bien. Donc voilà un exemple où on est sorti un petit peu de cette logique un peu difficile. On va essayer de donner la parole à 2-3 personnes qui vont demander. Il y avait une question là-bas tout à l'heure, c'était vous je crois, par rapport à ce qu'avait dit Laurent, la question qu'il posait, si on se donnait une seule chose à retenir, c'est quoi? Je ne sais pas si ça avait un lien. En fait c'était pour justement prendre la parole pour dire que, je ne suis pas sûre de ce que je dis, mais si l'école ça pourrait être un pilier pour les enfants.
Ben, en fait, moi ce que je vois, c'est que l'école, elle doit permettre à chaque enfant de s'épanouir avec ce qu'il est, devenir un individu particulier et pouvoir le laisser s'exprimer. Moi, ce que je constate, c'est qu'aujourd'hui, on programme, on classe, on fait du taylorisme, comme dans une chaîne de montage. C'est-à-dire, à tel âge, il faut savoir faire ça, à tel âge, il faut savoir faire ça, à tel âge, il faut savoir faire ça, et puis évidemment, on est sur de l'humain. Alors, dans les classes, il y a des bugs, parce qu'on n'est pas sur une machine. Et les enseignants, ce n'est pas des opérateurs techniques. Donc, évidemment, s'il y a de l'humain, ça tire, ça bloque, et ça, il ne rentre pas dedans, mais c'est normal. Et du coup, finalement, moi, j'ai envie d'une école émancipée, j'ai envie d'une école émancipatrice, j'ai envie d'une école qui vive et où les enfants ils vont pouvoir se construire en tant qu'individus uniques, merveilleux, et qu'ils puissent avoir envie de croquer la vie, et qu'ils aient envie de foncer. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on standardise et que du coup, les enfants qui sont entre guillemets, qui rentrent pas dans le système, ils sont rejetés comme voilà, c'est des erreurs, c'est des erreurs le gamin qui rentre pas dans l'apprentissage, qui rentre pas dans les apprentissages, c'est le problème du gamin, c'est ce que renvoie le système, c'est un bug. Le problème pour moi, c'est le gamin, s'il rentre pas dans les apprentissages, c'est d'abord le problème de l'école. Parce qu'il doit le prendre en compte. Enfin, notre travail de professionnel et le problème de l'éducation nationale, c'est de prendre en compte l'enfant dans sa globalité et essayer de comprendre, mais cet enfant-là, pourquoi il ne rentre pas? C'est avant tout le problème. S'il ne rentre pas dans les apprentissages, c'est avant tout le problème de l'enseignant. C'est pas un problème du gamin. Et donc moi, si je dois retenir une seule chose, je posais une question, mais finalement j'avais la réponse. J'essaie de t'en faire. Si je dois retenir une seule chose pour l'école, c'est qu'elle permette à chacun de devenir quelqu'un et de trouver sa place dans la vie. Et c'est déjà un truc énorme, quoi. Sans classement, sans jugement, un truc de malade, quoi. Un truc qui n'a jamais existé. En tout cas, il y a eu des embryons de ci, de là, mais moi j'ai envie de ça échelle planétaire, quoi. Un truc dingue, quoi. Pierre, j'ai une question pour faire suite à la phrase que la différence n'est pas la difficulté. Et puis puisque le thème c'est sécuriser les enfants, il y a quelques années est arrivée la réforme, donc on a perdu 2 heures d'enseignement et se mettent en place des dispositifs d'aide personnalisés aux élèves qui sont en difficulté. Et moi je vois vraiment pas, j'ai un énorme problème avec ces dispositifs dits d'aide parce que je pense pas que nous on puisse. Je pense même que c'est le contraire. Je ne pense pas qu'on sécurise les enfants et surtout pas les familles en leur disant vous êtes en difficulté, mais c'est pas grave, on va vous donner une aide. Et d'ailleurs, insidieusement dans toutes les écoles, ces dispositifs, ces DAP, s'appellent maintenant du soutien. Franchement, j'ai des doutes que ça s'appelle autrement dans une autre école, là où ça se fait. Et moi, je trouve que c'est pas rien ces histoires de soutien. Je trouve que c'est quelque chose qu'on devrait rejeter loin, mais loin, parce que moi, comme je dis, nous on est les enseignants, notre parole ça vaut de l'or, effectivement, et je regrette dire à un enfant, tu as des difficultés, mais c'est pas grave, on va te donner du soutien, pour moi c'est pas rien, au contraire, je veux dire, c'est parole d'évangile, quoi, et dire à un enfant, tu es en difficulté, pour moi c'est l'abandon de plein de choses. C'est le déni de tout ce qu'on a dit sur sécuriser l'enfant, c'est fini. À mon avis, on ne sécurise absolument pas en faisant ça. Et je me demande déjà, alors la question c'était comment est-ce que vous, dans votre école ou dans vos écoles, comment est-ce que vous avez contourné ces dispositifs? Je me demande comment nous, qui sommes enseignants, comment on réussit à vivre avec ce qui est un acte de collaboration abjecte. Pour moi, c'est ça, c'est rien d'autre.
comme on dit aux parents, moi je dis être en difficulté, c'est un processus normal dans l'apprentissage. Je ne vois pas pourquoi on met le doigt dessus. Quand on apprend à faire du ski, au début on n'est pas bon. Ça ne sert à rien de pointer et dire t'es en difficulté. C'est du ski, c'est un boucher. C'est une hérésie. Ouais, donc voilà. Comment est-ce que vous en venez à bout de cette affaire? Alors, je donne une information, parce qu'apparemment c'est une information qui n'arrive pas dans toutes les écoles, et je la donne également pour les parents. L'aide personnalisée, il est précisé très clairement dans les textes que ça se fait uniquement sur le volontariat des enfants. Ça paraît bête, hein, mais c'est une information qu'il faut absolument avoir en tête, c'est inscrit noir sur blanc dans les textes. C'est-à-dire qu'on demande à l'enfant, il dit oui ou il dit non. S'il dit oui, on demande l'autorisation parentale. Mais on ne s'adresse pas aux parents en disant votre enfant a des difficultés, est-ce que vous pouvez. Donc je tiens quand même à le dire parce que c'est quelque chose qui peut peut-être à un moment donné vous aider. C'est écrit noir sur blanc. Alors nous, depuis le début et aujourd'hui à ce jour, on n'est plus que la seule école. Alors déjà, il nous a fallu résoudre le problème à quel endroit placer l'aide personnalisée. Donc nous, il était hors de question. Alors une des absurdités, c'est que le temps de l'école n'est pas le temps de l'enfant. Vous voyez, le temps du salon non plus. Donc le temps de l'école n'est pas le temps de l'enfant, donc déjà en effet, la maternelle par exemple, comme chez nous, 9h, midi, 14h, 17h, vous imaginez avec les enfants qui font la sieste, ils rentrent, ils mangent, on est obligé de les maintenir réveillés pour les emmener au dortoir à 14h, enfin bon, c'est un truc qui est absolument ridicule. Donc il n'était pas question d'augmenter le temps de journée, la durée de la journée, donc on l'a fait le mercredi matin. La seule chose qu'on dit aux enfants, c'est ceux qui veulent venir. Et uniquement les moyens, les grands, les petits, vous les dormir, rester à la maison. Donc ceux qui veulent venir, ils viennent. Ce qui nous a permis, pour le coup, d'une façon plus légère, plus... Donc il y a des enfants qui sont venus, uniquement sur le volontariat. Pardon ? C'est proposé à tous les enfants. C'est proposé à tous les enfants de moyenne grande sécurité. Oui, mais je veux dire, il y a pas de chose. Non, voilà. Le cadre, c'est... Alors le cadre, il est très variable. L'intérêt, c'est que comme ils ont... alors ils ne sont pas très très nombreux. On a commencé, on avait une vingtaine, maintenant on n'en a plus qu'une dizaine. Bon, 4 enseignants pour une dizaine d'enfants, c'est génial, parce qu'on passe notre temps à se parler. Et là, on est vraiment dans une communication directe, etc. À un moment donné, on avait fait systématiquement un marché au savoir. Ça, c'était intéressant. Je ne rentre pas dans le détail pour le marché au savoir. Si vous voulez, on en reparlera. Les couleurs, ça demande un certain temps, et puis c'est peut-être pas l'objet de la chose. François Dubé précisait. Alors, j'ai entendu récemment François Dubé, qui est donc un sociologue spécialiste des questions d'éducation, et qui disait l'aide personnalité est un dispositif qui a été créé, c'est-à-dire, il a pris comme image, c'est un hôpital que l'on crée pour guérir les problèmes que l'hôpital, en général, n'est pas capable de résoudre. Donc c'est un truc de fou, quoi. L'hôpital n'est pas capable, donc on crée un hôpital pour essayer de résoudre les problèmes que l'hôpital... Voilà. Et alors, entre parenthèses, c'est les mêmes médecins qui sont les hôpitaux, alors on ne sait pas comment le problème... On externalise la difficulté scolaire. On est à l'école, on génère de l'échec, mais c'est pas grave, on va régler l'échec en dehors. Puis on va venir en soutien, ça va régler le problème. On ne traite pas le problème en amont. C'est-à-dire qu'on ne repense pas l'école pour qu'elle, du coup, règle ce problème de mise en difficulté d'enfants parce qu'on n'adapte pas, parce qu'on a une école qui... Voilà. Et du coup, on ne la repense pas, mais vous n'en faites pas, on fait du soutien. Je voulais juste terminer ma question, redire un truc. Est-ce que vous pensez que c'est anodin ou pas de dire à un enfant t'es en difficulté, viens au soutien ou pas, justement, comment on trouve l'échappatoire, nous. Et c'est vrai que je me rappelle que je sais que moi, quand je suis inspecté, je fais le parler avec mes collègues, je leur dis qu'un inspecteur vient vous voir et qu'il vous dit je vous ai trouvé un peu difficile dans votre classe, on ne prend pas super bien, nous. Je vois pas comment nous, enseignants, on peut dire c'est bon, je lui dis qu'il est en difficulté, mais qu'il peut venir en soutien, donc ça va. Je m'excuse, je dois tenir cet horrible rôle d'être gardienne aussi du temps. Il y avait 3 questions, je ne sais pas si vous aviez levé la main pour moi. C'est bon. Là aussi. Moi, je peux donner une partie de la réponse. Je pense que c'est d'autant plus pervers que, en fait, souvent, malgré le soutien qu'on apporte, les enfants, ils restent des enfants en difficulté. Donc, si on leur dit t'inquiète pas, je vais te donner du soutien. Et si après, il voit qu'il est toujours en difficulté, je pense qu'il vit d'autant plus comme un refus de la société, malgré qu'on ait tout tenté pour lui,
Il faut rien dire. Sinon, j'avais demandé la parole pour compléter la réponse de Christian sur la question de mon voisin. Je ne sais pas si on peut rentrer dans la... Moi, j'aurais bien réagi par Moi, je suis pas tellement... Enfin, je suis d'accord et pas d'accord, parce que si... ça suffit pas de dire, c'est stigmatisant de dire à l'enfant, t'es en difficulté, donc je t'invite à aller au soutien. Je crois que l'enfant, dans un système où il y a une évaluation, il sait déjà qu'il est en difficulté. Et c'est même pas la peine de le lui dire. Et de mon expérience, je suis pas enseignante, mais à ce que j'ai vu, l'enfant sait qu'il est en difficulté, et finalement il est bien content qu'on lui propose quelque part de trouver de l'aide pour dépasser cette difficulté et s'améliorer. Si on remet en cause ça, il faut remettre en cause en amont l'évaluation, il me semble. Dans un système où il y a de l'évaluation, moi le soutien il me paraît très bien. C'est un peu provoque, hein, mais voilà. C'est pas suffisant. Par rapport à toutes ces questions, justement, comment est-ce que ça se passe dans vos rapports avec votre inspection? Est-ce qu'ils vous soutiennent? Alors là, on en sort. Là, je suis en train de passer la pommade. C'est compliqué. Enfin, quand l'inspectrice vient, elle se rend compte qu'il y a un climat quand même très particulier. Donc ça, c'est un truc indiscutable. Elle peut dire ce qu'elle veut. Grosso modo, le reproche principal qui nous est fait, c'est qu'il n'y a pas de situation d'apprentissage suffisante. Il n'y a pas assez de situations d'apprentissage. Tout simplement parce que quand on vient 1h30 tous les 4 ans, je ne vois pas comment on peut observer. C'est simple, nous on a les gens du RASET qui sont tout le temps, je dirais, fourrés dans nos classes, je caricature à peine, ils voient tout de suite un enfant qui travaille, ils voient tout de suite un enfant qui interagit avec un autre, ils voient tout de suite ces choses-là. Quand on a des éducateurs, moi je me rappelle d'une institut qui était au CESAD, elle passe une matinée pour observer une petite qu'elle suivait, elle a passé son temps à regarder la classe, elle ne regardait pas la petite, et elle avait le regard, elle avait la grille pour ça. Donc elle était absolument surprise, elle était ravie d'être là. Quand j'ai un infirmier psychiatrique qui a besoin de faire un stage dans le cadre d'une formation interne de cadre de santé, il demande à venir dans une école Freinet, par hasard, il arrive dans ma classe, il a tout de suite les clés, il voit tout de suite ce qui se passe. Voilà. Alors en effet, c'est compliqué. On va attendre quelques semaines, quelques mois que les plaies se referment. C'est fatigant parce qu'en effet... alors, qu'est-ce qui nous reste? La confiance des parents, les enfants qui sont ravis de venir à l'école, les gens du réseau qui nous soutiennent complètement. Quand je l'expliquais, on a l'équipe éducative, les éducateurs, les infirmiers, etc. nous disent, on aimerait bien trouver ça dans toutes les écoles. Bon, on ne se passe pas de pommade, mais ça nous permet de nous lever le matin, je dirais, un petit peu, et de prendre de la distance par rapport à ça. Parce que je vais même plus loin, cette pauvre inspectrice, je la plains. Parce qu'en plus, elle est sincère dans ce qu'elle fait. Ah oui, en plus, elle est de bonne foi. Donc c'est difficile, et je ne vais pas convaincre quelqu'un qui n'est absolument pas, qui n'a pas ni l'expérience disponible pour pouvoir, en effet, comprendre ce que je vais lui expliquer, ce que je vais lui montrer, parce qu'elle n'est pas capable de le voir. Non, on passe. Dans situation d'apprentissage, elle attendrait à voir ce qu'elle connaît, c'est-à-dire l'enseignant qui apprend des choses à des enfants. Donc pour faire simple, chez une collègue, elle a un fichier autocorrectif, donc c'est totalement identifiable pour elle. Ça va même plus loin, j'ai un copain qui a un fonctionnement de type 3 types, donc elle pourrait être... Mais dans la mesure où il y a plein d'outils, un outil en orthographe, un outil en maths, etc., elle les a identifiés. Donc elle est absolument ravie. Pour elle, il y a des situations d'apprentissage. Elle ne sait absolument pas ce qui se passe sur la durée, etc. Et pour elle, c'est clairement identifié. Donc c'est pour expliquer, voilà comment elle peut en effet aborder. Donc voilà, c'est pas ça. Je vais vous donner la parole et puis après on va essayer de conclure parce qu'il y a d'autres tables rondes. Je vais essayer de réagir sur ce que tu as dit par rapport à comment rentrer dans l'apprentissage. Ça, pour moi, c'est quelque chose qui m'interpelle parce que le fait de poser l'apprentissage comme une chose, l'enfant il arrive, boum, 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 et il rentre à l'intérieur. Ça, c'est une problématique. Non, mais je comprends que la façon dont tu l'as formulé. Ça, c'est les attendus qui sont partout. Et du coup, l'enfant, en fait, c'est pas une chose, c'est pas le prof qui apprend, c'est l'enfant qui apprend. Et c'est rien du tout, mais on est tout le temps amené à penser, le prof apprend. Alors, on est bien content de le savoir, mais on sait qui c'est, donc du coup, le problème est clos. Et en fait, personne n'a rien à faire dans le système. Parce que quand l'enfant vient apprendre, il vient, lui, buter sur des choses difficiles. La notion de remédiation, d'élèves en difficulté, c'est co-émergent de l'apprentissage. C'est impossible
d'apprendre si on n'est pas en difficulté. Sinon, on n'apprend rien. Donc du coup, quand tu as dit repenser l'école, c'est en fait repenser ces problématiques-là. Et on revient à des vieilles lunes qui, pour moi, fonctionnent bien, mais qui ne sont pas utilisées. On prend Piaget, avec son système. En fait, la pédagogie Piaget, c'est amener des situations problèmes. En fait, c'est mettre l'enfant en situation d'échec. Et dire, mais comment tu l'as solutionné ton truc? Et c'est très intéressant que ça, c'est jamais appliqué nulle part. Et en fait, on ne peut pas repenser l'école si on a un attendu de balancer un programme, donc on est proactif, on avance avec une linéarité, donc on évalue les effets, les attendus, on reprend les choses, et en fait l'enfant là, on lui dit comment tu vas faire rentrer ça dans ta tête. Mais ça me paraît très difficile parce que si on regarde comment l'enfant apprend, il n'apprend pas de cette manière. Il s'empare de la matière, il l'essaye, il en laisse. Il faut du temps, des fois, il y a des phases de latence où il ne se passe rien et on reprend. C'est pour ça que dans ton terme, moi je souscris. Hein. Repenser l'école, oui, mais il faut repenser que ce n'est pas le prof qui apprend, c'est l'élève. Et du coup, on ne peut pas faire rentrer un enfant dans une situation d'apprentissage, ni un apprentissage. C'est lui, il y a le désir d'avancer. Alors comment on suscite après, il y a peut-être débat, différentes approches, mais j'avais trouvé très intéressant dans l'approche qu'il avait menée. Comment faire apprendre aux enfants à lire en les faisant écrire. Et comment les faire écrire s'ils ne savent pas lire? Et il invente l'imprimerie, il fait envoyer des petits mots, comme ça les enfants n'ont pas de difficulté à former les lettres, parce qu'ils n'ont pas à les faire. Donc il y a un échange qui se crée, une dynamique de communication, et après on vérifie, le petit copain est envoyé quoi, essaye de trouver des fautes d'orthographe à l'intérieur. En fait, c'est question, interrogation, l'enfant est en situation d'échec permanent. Et c'est ça la pédagogie d'apprentissage. C'est comme ça que je le vois. Il faut qu'il y ait de l'expression création. Il faut que l'enfant qu'il puisse se vautrer littéralement dans les langages. Oui, voilà, tout à fait. Donc il est en échec. Et s'il interagit sur son environnement proche ou un peu plus élargi, dans ces cas-là, il va se développer, et dans ces cas-là, il va apprendre malgré lui. Voilà. Donc dès que tu évalues, tu l'empêches de rentrer en échec, du coup, en fait, tu es en train de lui apprendre quelque chose. Mais toi, en tant qu'individu, mais ce que tu sais, en fait. Et lui, il a peut-être rien à foutre. Parce que ça lui servira à rien. Quand on fait le bilan d'un enfant à 18 ans, qu'est-ce que tu retiens de... Bon, rien. Si un tel on a bien rigolé, lui était sympa, ça ne veut pas tout. Le reste c'est oublié. On perd notre temps. Exactement. Parce qu'en fait, la problématique est mal posée initialement. Repenser l'école, c'est souvent dans des réunions, on met l'enfant au milieu, mais il n'est pas là. On parle toujours de la matière et comment on va la faire avancer. Mais ça ne peut pas. Donc en fait, c'est la matière qu'on met au milieu. Et en fait, on essaie de se positionner par rapport à elle. Donc, du coup, l'enseignant est évalué par un inspecteur ou positionné, et l'enfant n'est jamais dans le coup. Et on est étonné qu'il est en échec. C'est quasi normal. Voilà. Il n'y a pas de surprise là. En fait, la situation d'échec, c'est la situation d'apprentissage. Quand je dis ça, je renverse les postures. Donc l'enseignant, à mon avis, est quelqu'un qui vient juste accompagner un enfant qui, d'un seul coup, a pris le goût d'apprendre. Et il bloque sur un truc et qui dit, ben voilà comment tu franchis le guet ici, voilà un pont où on va en fabriquer un, etc. Et donc du coup, il faut avoir un certain, pas courage, mais pas avoir peur de l'avenir. Parce que souvent on se dit, est-ce qu'il va arriver jusqu'au bout des enseignements ou des différents cursus? Je réponds oui, parce qu'il a une ressource incroyable. Tous capables, il faut y croire. Exactement, c'est au départ. C'est une condition épistémologique. Sans ça, on ne peut pas repenser l'école. Je suis navrée de devoir arrêter la discussion là, c'est passionnant. Je vous invite à la continuer avec Christian et entre nous aussi en bas. Avant, je vais quand même laisser le mot de la fin à Christian, et puis je vous invite aussi à, ça va être très court, et puis je vais aussi vous inviter à mettre vos interrogations, là, ce que vous avez envie de continuer de dire sur ces petits papiers qu'on vous a distribués, vous me les remettrez avant de partir de la table ronde, et puis si vous voulez garder les petits livrets aussi, pensez à notre petite caisse. Et la prochaine intervention, c'est Madame Lapinelli, juste après, ça devait être 4 heures, on aura peut-être un petit quart d'heure de battement pour vous laisser le temps d'aller.